Bon retour parmi nous pour une nouvelle après-midi au rendez-vous Paris Maths et nous commençons par une table ronde attendue sur le pricing qui se veut, selon les intervenants autour de la table, comme une table ronde pédagogique prompte à démystifier le sujet. Pour cela, j'accueille Sylvain Gaudin, bonjour. Bonjour. Sylvain Gaudin, vous allez donc animer cette table ronde. Je vous laisse présenter vos intervenants et je vous présente... Pardon, excusez-moi, j'ai perdu le fil de mon... Vous êtes effectivement souscripteur Marine pour Score. Pardon. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous et je tiens à remercier le comité d'organisation pour cet honneur qui m'est confié. J'ai la lourde tâche de vous tenir éveillés en cette dernière après-midi des rendez-vous de Paris Maths. J'espère que le compteur des participants nous sera favorable pendant cette heure. Le sujet qui nous a été alloué cet après-midi est le pricing en compagnie d'assurance. Pourrait paraître poussiéreux, voire ennuyeux pour certains. Il est en réalité au cœur de notre métier, le risque. Il ne s'agit pas d'un exercice de style pour satisfaire quelques esprits affûtés, mais bien de la pierre angulaire de l'assurance et de la réassurance qui permet de modéliser les risques, d'en mesurer les expositions, ainsi que le coût du capital qui en découle. Bref, un bon modèle, un modèle holistique, permet de répondre aux contraintes réglementaires toujours plus importantes, mais aussi de garantir la solvabilité des entreprises auprès des clients. Le pricing est indispensable à la compréhension des risques et à la mise en œuvre des protections idoines. À l'occasion de cet atelier, nous avons donc souhaité revenir sur les fondamentaux du pricing et tenter une approche didactique dans une première partie qui sera ensuite suivie d'un échange, d'un débat et de répondre aussi à vos questions que nous souhaitons nombreuses et que vous pourrez formuler au travers de l'application. À l'issue de cette session, vous saurez donc tout sur le pricing marine, sa théorie, sa construction, sa finalité, son évolution passée et à venir, avec l'introduction plus récente du pricing 2.0, l'artificielle intelligence et les modèles prédictifs. Cette première partie, sous forme d'un cours théorique, a été développée par Laurence Mariani. Bonjour Laurence. Bonjour. Donc Laurence est de formation ingénieure et master d'actuariat à l'ANSAE. Aujourd'hui chez AXA XL depuis 2017, auparavant chez AXA France. Et Laurence, vous travaillez en risque management Nat 4, reserving et finance et désormais tarification marine. Bienvenue Laurence. Merci. Alex Wang, à ma gauche, a aussi contribué à l'élaboration de ces slides. Aussi une formation d'actuaire à l'EURIA et membre de l'Institut des actuaires. Alex a commencé sa carrière chez AXA Global Re de 2014 à 2018. Il est aujourd'hui pricing actuaire senior chez Score depuis donc 2018. Et il a une expérience dans de nombreuses lignes de business, dont le marine. Je tiens à les remercier très chaleureusement tous les deux pour le travail qu'ils ont accompli et la construction de ce support de cours. Dans une deuxième partie, nous aurons le plaisir d'échanger avec Frédéric. Donc on ne présente plus Frédéric. Bonjour. Jousse. Bonjour Frédéric. Bonjour. Qui a dirigé pendant plus d'une vingtaine d'années le pôle maritime et transport de cabinet BC, donc au contact des marchés d'assurance et de réassurance dans tous les domaines de l'activité maritime, que ce soit les chantiers de construction navale, les armateurs, les exploitants pétroliers et gaziers, bien sûr les transporteurs et logisticiens. Aujourd'hui, Frédéric est engagé dans des activités plus transversales au niveau du groupe, dont notamment la projection du groupe à l'international. Donc on aura tout le loisir d'échanger, de répondre à des questions, comment ces notions de pricing sont discutées chez les clients, comment réfléchit-on à l'achat d'assurance, comment dimensionne-t-on le risque, comment le cède-t-on. Est-ce que l'on peut avoir une compréhension commune, une base commune de compréhension entre les assureurs, les réassureurs, les courtiers et les clients sur ce qu'est le risque et la manière dont il doit être tarifé? Voilà, beaucoup de questions auxquelles s'ajouteront, je l'espère, de nombreuses questions du public que nous vous invitons à formuler dès à présent. Sans plus attendre, Laurence, Alex, je vous donne la parole, je crois que c'est pour vous de Oui, commencer. on va commencer en fait cette présentation comme Sylvain l'a expliqué par une partie très didactique, donc vraiment la base de ce qui est un tarif en fait finalement en assurance. Et on va essayer progressivement de faire le lien entre la théorie et la pratique, notamment en expliquant finalement pourquoi on a besoin des données qu'on demande aux clients et à quoi elles vont nous servir et à quoi va servir vraiment nos modèles, dans quelles conditions on peut les appliquer, etc. Donc en fait, pardon, ça c'est le... On a un peu de retard sur le passage de slide.
Donc, on arrive à l'introduction générale ici. Donc, pour la partie didactique, on s'est dit que le meilleur point de départ, ça pouvait être vraiment de revenir sur ce qu'était un prix en assurance. Donc, en fait, un prix en assurance, c'est exactement la même chose que pour n'importe quel type d'industrie. À savoir, on a des coûts fixes, on a des coûts réglementaires et on a un prix de revient. Et en fait, la seule différence entre une industrie qui n'est pas l'assurance et l'assurance, c'est que nous, notre matière première, finalement, le coût de revient qu'on va payer en tant qu'assureur, c'est la charge des sinistres. Et cette charge de sinistre, ce n'est pas un phénomène qui est connu en avance, car quand on signe le contrat, on n'a pas d'idée sur quelle sera cette charge de sinistre, quelles seront les fréquences de sinistre, etc., etc. Donc en fait, notre expertise, elle porte sur la compréhension de ce phénomène aléatoire qui est le cœur de notre métier. Et en fait, c'est pour ça qu'on va avoir besoin de faire appel à la théorie des probabilités pour vraiment essayer de comprendre ce modèle, enfin ce phénomène réel et de le modéliser pour utiliser les propriétés qui vont nous permettre de vraiment le comprendre. Et si on décompose la prime en tous les termes qui la composent, donc on retrouve la partie taxe, donc la partie réglementaire, la partie des frais de fonctionnement comme la rémunération des apporteurs et les frais de gestion. Et ensuite on a deux termes, donc on va plutôt s'attarder sur le premier terme qui est la prime pure. Donc la prime pure, c'est vraiment l'espérance, donc c'est une vision moyenne en fait de la charge sinistre qu'on va supporter. Et en ordre 2, je dirais, il y a la partie chargement de sécurité qui va là être là plus pour couvrir de l'incertitude qu'on a sur les risques et également toutes des questions de volatilité. Donc ça, on va en revenir plus tard par la suite. Et donc là, vraiment, ce sur quoi on va se concentrer sur la première partie, c'est la compréhension des phénomènes aléatoires et les outils pour les modéliser. Donc, typiquement, partons d'un exemple très simple, donc, à savoir, on voit le phénomène qui est en haut à gauche. Donc, en fait, on voit qu'il y a des hauts, des bas, on ne sait pas tellement dans quel sens ça part, donc on ne voit pas a priori la logique. En fait, une image très simplifiée à laquelle on peut penser, c'est qu'en fait, si on savait toutes les interactions et tous les modèles physiques entre toutes les choses du monde, en fait, on pourrait prédire le futur assez facilement, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir parce qu'il y a trop de données. Donc, en fait, c'est comme si entre nous et la réalité, on avait une sorte de drap avec des trous et on arrive à percevoir que des points. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle chez nous les observations. Et donc, on va, à partir de ces observations d'un phénomène aléatoire, essayer de comprendre comment est-ce qu'il se comporte en fait. Et la chose qui est vraiment importante à réaliser, c'est qu'on va vraiment essayer de calibrer un modèle théorique sur un phénomène pratique et au contraire, on ne va pas essayer de faire rentrer au chausse-pied la réalité dans un modèle qui ne serait pas adapté. Donc là, si on reprend notre exemple du phénomène du haut, là, on voit que quand on l'ordonne, on se rend compte qu'on a quand même plus de chances sur ce phénomène d'arriver au milieu, donc de dériver vers 0 que d'arriver à une valeur de plus 3 ou moins 3. Et donc, du coup, si on nous demande demain de le prédire, on essaiera quand même de plus dire 0, on aura moins de chances de se tromper que dire plus 3, moins 3 ou même 4. Donc, si on continue, en fait, on peut regarder le fameux phénomène bleu de tout à l'heure. Maintenant, on l'a représenté sous forme d'une distribution de probabilité. Donc, en fait, la distribution de probabilité, c'est un outil très simple pour voir parmi toutes les observations combien on en a à telle valeur. Donc, ce qu'on voit, c'est que entre la figure de gauche et la figure de droite, c'est exactement le même phénomène, mais sur la figure de gauche, on a pris beaucoup moins de points pour la dessiner que sur la figure de droite. Ce qui fait qu'en fait, ça va introduire un peu la propriété clé de ces modèles, c'est que plus on a d'observations,
plus on a de stabilité. Mais attention, parce qu'en fait, c'est là vraiment que va résider toute la difficulté et c'est là où la compréhension du risque de notre côté, au côté assureur, va être très importante. C'est qu'en fait, pour utiliser ces modèles, on va avoir besoin que le phénomène qu'on observe, il soit homogène et stable. Si on a un phénomène qui se comporte complètement différemment il y a 15 ans de maintenant, savoir comment il s'est comporté il y a 15 ans, ça ne va pas vraiment nous apporter des informations sur la manière dont il va se comporter demain. Donc en fait, ce qui va être vraiment clé, c'est notre capacité à essayer de construire des groupes qui soient à la fois homogènes et stables et qui soient à la fois assez importants, avec un nombre d'observations qui soit assez important pour apporter de la stabilité. Et donc, en fait, c'est là que, typiquement, dans la pratique, toute notre collaboration entre actuariat et souscription se fait, c'est qu'en fait, c'est la compréhension du risque et de ses caractéristiques qui va nous permettre de comprendre ces évolutions et éventuellement de pouvoir les retraiter s'il y a besoin. Parce qu'on sait tous que dans la pratique, les phénomènes sont rarement stables sur des centaines d'années. Donc typiquement, un changement dans la physionomie du risque, ça peut être pour un client un changement dans le chiffre d'affaires, l'achat d'une nouvelle activité, un changement dans les conditions contractuelles, etc. Et donc, c'est là que vraiment les deux mondes se touchent. Donc, quand là, je vous ai montré on vous a montré une loi normale, parce que c'est facile, tout le monde la connaît. Dans la pratique, on ne fait pas comme ça parce que souvent on essaye de modéliser des phénomènes qui, dans la vraie vie, ont forcément le même signe. Typiquement, un sinistre, soit il advient, soit il n'advient pas. Ou alors, soit on a 0, 1, 2, 3, 4 sinistres. On n'a pas rarement moins 100, moins 5, plus 5, plus 100 sinistres. Donc, cette loi, elle n'est pas utilisée. C'est juste pour une question de représentation graphique. Et donc, ce qu'on peut avoir, c'est des lois, vous êtes sûrement familiers déjà. Donc, pour la fréquence, la loi de Poisson ou la binomiale négative. Et pour la sévérité, on a des logs normales, des Pareto, des choses comme ça. Donc là, cette slide, c'est la dernière de la partie vraiment didactique. Elle est vraiment là pour illustrer en quoi les modèles, finalement, nous sont utiles. Parce que si on regarde, par exemple, sur la courbe en haut à gauche, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura beaucoup plus de valeurs qui seront au milieu, donc au niveau de l'endroit où c'est jaune. Donc, on va pouvoir calibrer la courbe avec pas mal de précision à cet endroit. Mais pour avoir une bonne vision de ce qui se passe sur les côtés, finalement, le modèle, c'est là où il va vraiment servir à boucher les trous, parce qu'on ne peut pas tout observer comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, par exemple, on va pouvoir utiliser les propriétés de ce modèle pour comprendre des choses sur le phénomène. Donc, en bas à gauche, il y a typiquement des métriques dont vous avez sûrement aussi entendu déjà parler. Donc, la VAR à 99%. Donc, souvent, en fait, on parle de la VAR à 99,5%. Parce que c'est le quantile à 99,5%. Donc, c'est la distribution qui se passe au-delà d'une période de retour de 1 sur 200. Donc ouais, c'est le fameux risque bicentenaire. Et la TIVAR, c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil. Mais la TIVAR, c'est un peu la même chose, dans le sens où la TIVAR, c'est la moyenne de ce qui se passe au-delà de ce quantile X. Et la TIVAR, en fait, ça sert à savoir si le phénomène il va avoir une importante queue de distribution ou une fine queue de distribution. C'est à savoir si, au-delà d'un sinistre catastrophique, est-ce qu'on perd encore beaucoup ou est-ce que ça s'arrête. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très, très important, d'autant plus avec l'importance du risk management en réglementation Solva 2. Et quelque chose qui est aussi un peu plus pratique, je dirais, c'est l'impact de la dispersion. Donc quand on regarde quand on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le prix, qu'on a une approche moyenne en première intention, là on voit bien que les deux phénomènes, le bleu et l'orange, ils ont quand même des comportements qui sont très différents, à savoir que le orange est beaucoup plus dispersé, même si les deux ont la même moyenne.
moyenne. Donc ça, c'est des métriques qui vont servir à vraiment bien appréhender le risque. Et en fait, ça a beaucoup d'applications parce que, typiquement, on ne s'intéresse pas toujours à la moyenne, on peut aussi s'intéresser à la volatilité. Donc, je pense directement, par exemple, à quand on fait de l'évaluation de risque de contrepartie. C'est ce genre de choses qu'on va vouloir essayer de comprendre, en fait. Ensuite à cette introduction vraiment théorique, on partait un peu sur une question plus pratique avec les méthodes qu'on utilise en pratique dans la tarification. Donc là, ce graphique-là, il est, je dirais, très important parce que dans la vraie vie, on a vraiment deux types de modèles qui sont utilisés. Donc le premier modèle, en fait, ils vont être choisis en fonction du phénomène qu'on veut représenter. Parce que quand on regarde, par exemple, le phénomène bleu, ici, on voit bien que le phénomène bleu, ça a l'air d'être un phénomène qui a une faible fréquence mais une forte intensité, alors que le phénomène orange, il va être plus sur une faible intensité mais une forte fréquence. Ce qui fait que si on essaye de caractériser le phénomène bleu en prenant juste une approche historique, on risque fort de manquer des réalisations possibles. Alors que le phénomène orange, quand on le regarde, on se dit, on l'a observé pendant 15 ans, on a l'impression qu'on a fait un peu le tour de ce qui pouvait se passer. Donc en fait, quand on regarde si on doit utiliser un modèle par expérience ou un modèle par exposition, donc pour un modèle par expérience, il faut déjà regarder qu'on est sûr d'avoir suffisamment de recul pour observer toutes les possibilités. Et là, ce qu'on voit dans le phénomène orange aussi, dans ce graphique, c'est qu'à partir de 2005, on a l'impression qu'on a une sorte de tendance quand même. Et donc, il faut vraiment bien comprendre avant de se lancer dans ce modèle d'expérience, quelles sont les conditions du passé et comment elles s'appliquent aujourd'hui pour être sûr de pouvoir le retraiter correctement. Et donc, de fait de ces caractéristiques-là, on comprend bien qu'on ne peut pas utiliser le modèle par expérience pour tarifier des nouveaux risques ou des risques à haute période de retour. Et donc, pour ces risques-là, on va plutôt s'intéresser à des modèles par exposition. Donc là, ça reste encore un peu théorique, mais dans la suite, notamment Alex aura quand même beaucoup d'exemples à vous présenter. Et ces modèles sont basés sur la connaissance fine des expositions particulières du client, sur lequel on va pouvoir lancer des scénarios. S'il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées, on va voir ça dans la suite. Donc ensuite, là, il y a 2 slides pour discuter du burning cost. Donc pourquoi en fait on discute du burning cost? Parce que finalement tout le monde sait faire un burning cost. Le burning cost en moyenne, c'est une moyenne, quoi. Mais en fait, on a voulu vraiment insister sur ce point. C'est parce qu'en fait, le burning cost, il ne peut pas être utilisé comme ça sans vraiment y porter attention, parce que comme on a vu tout à l'heure, la clé des hypothèses qui doit être vérifiée, c'est que le phénomène réel qu'on observe doit être homogène et stable, sauf que dans la vraie vie, ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, si on regarde les 2 graphiques d'ailleurs qui sont sur la gauche, on voit que pour ce client particulier, on a une charge sinistre qui augmente, mais pas tant que ça, alors que son exposition, elle augmente beaucoup. Ce qui fait qu'en fait, si on appliquait la charge sinistre, le burning cost comme ça, on pourrait passer à côté de ce phénomène. Parce qu'en fait, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en moyenne, par unité d'exposition, on a plutôt une charge sinistre qui baisse. Donc en fait, si le client, le lendemain, pour le renouvellement suivant, il a une exposition qui baisse, on devra prendre en compte cette tendance en fait. Donc là, on va vraiment parler de toutes les informations dont on a besoin pour pouvoir retraiter l'expérience et être sûr de faire un burning cost qui soit propre. Le premier enjeu, c'est d'avoir une vision ultime en fait du développement des sinistres, parce qu'en fait, on a besoin d'avoir beaucoup de détails, donc des listes de sinistres.
Mais en fait, on est tous d'accord qu'à un instant T, on a des sinistres qui peuvent encore évoluer. Même si la branche marine, c'est une branche courte, pour qu'on puisse utiliser les sinistres de l'année ou même les sinistres de N-1 avec une bonne confiance, on doit les développer à l'ultime. Et donc, pour ça, on va utiliser exactement les mêmes méthodes que le reserving. Et quand on peut, c'est toujours mieux de le faire sur le triangle spécifique du client parce que ça permet de mieux prendre en compte ses spécificités à lui. Même si, bon, il faut quand même qu'on ait assez de stabilité, mais si on est vraiment sur un phénomène avec beaucoup de fréquence, c'est tout à fait possible. Donc là, vous avez sûrement déjà entendu parler des modèles, des méthodes de chain ladder, Born-Ferguson. Bon, on laisse un peu ça de côté, c'est du reserving, mais c'est utile aussi en pricing. Donc il y a aussi toute une partie de vraiment d'échange avec la souscription, parce qu'il y a une question de compréhension des conditions contractuelles, comment elles sont appliquées dans le passé, comment elles vont s'appliquer demain, l'inflation, le contexte monétaire, etc. Donc tout ça, c'est des paramètres qui sont très importants. Et on parlait tout à l'heure un peu de l'exposition. En fait, l'exposition, c'est aussi extrêmement important parce que ça nous permet de savoir, d'essayer de comprendre est-ce qu'il y a une valeur physique qui est reliée en fait, à l'expérience que peut avoir le client. Donc, en fait, l'hypothèse qui est vraiment importante à savoir pour le burning cost, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser pour des risques émergents ou pour des larges parce que ça doit reposer sur l'idée que le passé, le futur va se comporter comme s'est comporté le passé, modulo les retraitements bien sûr. Donc là, on passe sur une partie un peu plus pratique, donc qui est les infos que nous, en général, on demande pour vraiment être capable de comprendre ce phénomène et de faire un retraitement qui soit pertinent. Donc, typiquement, ça va être essayer de comprendre le type des biens assurés, comment est-ce qu'il a évolué, si on a intégré ou enlevé des activités dans la compagnie. Ça va être les structures, ça va être est-ce qu'on fait des groupes par garantie. Ça va être aussi, on va demander des triangles de développement de claims, les listes de claims avec le maximum de détails possible, le maximum de détails sur toutes les claims possibles. Et donc, en fait, l'intérêt, c'est, comme toujours en fait, dans le pricing, c'est d'essayer de proposer une tarification qui est la plus adaptée au risque du client. Parce que le but n'est pas du tout de faire une tarification au nouveau portefeuille. Ça marche pas et ça ne répond pas du tout aux besoins. Et même, on pourrait même aussi ajouter que actuaires et souscriptions aient ensemble une bonne vision du risque et de la distribution des sinistres, ça va aussi aider à avoir une plus-value sur les structures qui peuvent être proposées en termes de franchise, en termes de mise en place de captives, etc., ou même de limites. Donc là, on va passer sur... on change du tout à tout, on part de la tarification par l'expérience pour arriver à la tarification par l'exposition. Donc avant que Alex prenne le relais, on va juste évoquer rapidement pourquoi en fait est-ce que la tarification par l'exposition elle est si importante et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas du tout se contenter d'une approche portefeuille sur les sinistres à haute période de retour. C'est quand on voit les deux clients, bon, c'est très très schématique, les deux clients qui sont ici, donc on a le client de gauche qui met tous ses transports sur des bateaux différents, le client de droite qui met tous ses transports sur le même bateau. On voit bien que le profil de risque vis-à-vis de ça, il est complètement différent. Donc, typiquement, le client de gauche, il a plus de probabilité d'avoir un sinistre, mais il sera plus faible. Le client de droite, ce sera l'inverse. Donc, c'est vraiment tout l'intérêt d'avoir le maximum d'informations pour faire une tarification par exposition qui est la plus pertinente possible. Donc, là, on a plusieurs exemples de tarification par exposition parce qu'il y a plusieurs méthodes. Donc la première, on va prendre un exemple cargo et ensuite on prend un exemple hull et après on fera un exemple catnat, comme ça on aura à peu près tout fait. Donc la tarification par l'exposition, ça peut être fait avec une loi de probabilité. En fait, il y a toute une section des mathématiques qui est la théorie des valeurs extrêmes sur laquelle il y a beaucoup de scientifiques qui ont travaillé pour être capables d'essayer de trouver des lois qui fonctionnaient bien avec des phénomènes extrêmes.
Donc, il y en a plusieurs. Là, on va faire la loi de Pareto. Bon, c'est parce qu'elle est très simple, c'est uniquement à visée illustrative. Donc, en fait, ce qu'on a pour ce type de tarification, c'est que, par exemple, pour ce client-là en particulier, on a observé 10 ans déjà. Donc on a déjà pas mal de sinistres qui sont larges observés. Mais bon, on ne sait pas ce qui se passe au-delà de ces périodes de retour de 10 ans. Donc effectivement, parfois on a une limite à 50 millions. Le maximum de sinistres qu'on a eu, c'est 5 millions. Qu'est-ce qui se passe entre 50 et 5 millions? Donc là, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir le maximum d'informations sur les expositions particulières du client. Et ensuite, on va définir des scénarios rares et on va calibrer une partie de la courbe avec les sinistres qui sont observés et le reste avec les scénarios. Deuxième exemple, donc ça c'est un exemple plutôt core, donc c'est une méthode de la perte totale. Donc là, c'est pas un scénario sur, c'est quand même lié avec les expositions particulières du client. C'est la calibration qui n'est pas liée avec le client. Là, sur ce modèle, comme on a vu au début, en fait, on essaye de faire des groupes qui soient homogènes et stables, mais qui ont le plus de données possibles. Donc on est bien d'accord que les naufrages de bateaux, heureusement, ça n'arrive pas non plus si fréquemment que ça. Donc en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de regarder avec des données marché ou toutes les données de notre portefeuille, de faire des groupes de bateaux qui se ressemblent dans leur comportement vis-à-vis de la perte totale. Et donc là, dans cet exemple, on a juste pris le type de bateau et son âge, mais en fonction des caractéristiques, ça peut être autre chose, ça peut être le gros Stone Age, ça peut être la puissance des moteurs, etc. Mais en fait, avec tout ce pool de données et ces groupes, on va regarder dans ces groupes, on a observé tant de bateaux, tant d'années, on peut dire qu'ils ont une probabilité de temps de faire une perte totale. Donc en moyenne, les derniers chiffres marchés que j'ai vus, c'était à 0,06%. Mais le fait d'avoir ces groupes, ça va nous permettre d'affiner ça. Et en fait, au lieu de mettre à tout le monde la même probabilité de perte totale, on va pouvoir dire il y a tel type de bateaux qui sont plus risqués, tel autre qui sont moins risqués. Et ensuite, quand un client va arriver avec sa liste de navires, on va pouvoir voir en fonction de ses caractéristiques, attribuer à chacun de ces navires une probabilité de perte totale. Et donc construire un scénario qui sera en fait basé sur les expositions particulières du client, mais qui sera calibré sur une expérience qui sera plus large. Donc là, on va laisser la place aux spécialistes des modèles d'un peu plus grande ampleur. Merci beaucoup, Laurence. J'ai quelques questions, mais je pense qu'on y reviendra plutôt dans une deuxième partie. Et du coup, Alex, on te laisse la parole pour cette deuxième partie du cours qui est davantage axée sur les expositions CAT et les pricing un peu nouvelle génération. Merci Sylvain, merci Laurence. Alors le CAT, que vous voyez sur le slide, présente l'abbréviation de catastrophe. Qu'est-ce que c'est une catastrophe? Malheureusement, avec le réchauffement climatique, on les voit assez souvent en ce moment. Par exemple, la semaine dernière, on a vu, suite à plusieurs tempéries en France, on a eu des villes qui étaient inondées. Ça, c'est une catastrophe dans le cadre social qui résulte d'une perte très, très importante pour la société. Par contre, dans le terme d'assurance, un événement CAT, il est défini comme un événement qui cause plus d'un risque impacté par cet événement-là. L'accumulation CAT est quelque chose de très important à la fois pour l'assureur et aussi pour le réassureur. Pour un assureur, dans la souscription, ils doivent manager l'accumulation pour éviter une perte importante à la société. Aussi pour le risque management, parce que l'accumulation 4 est très liée avec la solvabilité et aussi le capital pour chaque assureur. Pourquoi c'est important pour le réassureur? C'est parce qu'en fait, les produits et les solutions offrées par un réassureur est très souvent, dans ce cadre-là, de l'offre d'une solution de réassurance qui aide les assureurs de mieux protéger leur accumulation 4. Un événement 4 pourrait causer par différentes raisons, par exemple de risques naturels qu'on a parlé, le grêle, les tempêtes, etc., et aussi par les erreurs humaines.
Dans le monde de marine, l'accumulation il est plus difficile à modéliser pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que l'exposition et la valeur parfois n'est inconnue. Par exemple, tous les marchandises qui sont transportées dans les ports dans le monde, parfois c'est difficile à les traquer. Ensuite, les valeurs, parfois c'est aussi difficile à l'avoir. Comme une donnée, c'est plus difficile à voir par rapport à l'autre assurance, par exemple l'assurance de biens, etc. Dans le monde de marine, je vous donne quelques exemples d'accumulation. Le premier exemple est de l'accumulation dans les ports et aéroports. Il s'agit d'accumulation de carcassonnes et de corks de bateaux. Un exemple de sinistre dans le passé, c'est par exemple l'explosion à Tianjin en 2015 et aussi l'explosion à Beyrouth de 2020. Un deuxième exemple, c'est les navires, notamment des très grands navires commerciaux qui effectivement pourraient porter une quantité de carcassonnes très importante et de marchandises qui forment naturellement une source d'accumulation. Ensuite, les entrepôts et le stockage. Ça, c'est aussi une source d'accumulation très importante. Par exemple, dans l'explosion de Tianjin en 2015, la perte économique s'élève à 3 milliards de dollars. Il s'agit notamment d'accumulation de marchandises. Les deux derniers exemples, ce sont des chantiers navals et le marina, où en fait on trouve plein de corps de bateaux. Dans le chantier naval, les corps sont souvent en construction et toutes les mesures de couper-feu ne sont pas encore installées. Ça fait particulièrement vulnérable vis-à-vis des incendies, etc. Et pour le yacht, souvent dans les marinas, ils sont très collés un à l'autre. Et l'incendie pourrait causer des pertes multiples en assureur. Je passe la slide à Laurence. Oui, donc ça, c'est une slide qu'on avait rajoutée avant de parler du modèle 4 en lui-même, qui est un modèle marché, je crois que c'est RMS qu'on présente. C'est un peu pour montrer ce sur quoi va fonctionner le modèle 4 et comment, en fait, en pratique, ça fonctionne. C'est que typiquement, le modèle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, on va lui faire entrer une liste de biens assurés, donc qui n'est pas forcément toujours facile à déterminer, comme le disait Alex, parce qu'on peut avoir, surtout en marine, quelque chose qui est moins stable en fait que dans le dommage. Mais une fois que le logiciel va avoir la liste de toutes les valeurs assurées avec leurs caractéristiques de construction, de vulnérabilité, à leur endroit où elles se situent, en fait, il va faire tourner des événements catastrophiques possibles. Donc, quand on regarde finalement, la figure la plus intéressante, c'est l'espèce de cercle, enfin les cercles concentriques qui sont en haut à droite. Donc, en fait, ça, c'est une empreinte de séisme. Et donc, on voit qu'en fonction de sa proximité avec l'épicentre, les sols ont bougé pas nécessairement de la même manière. Et donc, à partir de ça, RMS, enfin le logiciel, pardon, il y a plusieurs logiciels, pas uniquement RMS, va simuler un très 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 grand nombre de ces événements possibles sur le portefeuille et on va en déduire une distribution de pertes. Ici, on peut regarder aussi un exemple de modeling réalisé par le logiciel RMS. Il s'agit de modéliser l'exposition et l'événement 4 de cargo. Tout d'abord, pour la cargaison, en fait, il y a deux types d'expositions. Le premier type, c'est des expositions statiques, c'est-à-dire toute l'exposition dans l'entrepôt, le stockage. On connaissait très bien l'adresse avec les valeurs des objets. Deuxièmement, on a des expositions qui sont inconnues, souvent dans le transit. Par exemple, tous les marchandises qui sont transportées par le bateau partout dans le monde, souvent l'exposition et l'emplacement de l'exposition est inconnu.
Premièrement, on doit faire certaines hypothèses sur ces expositions inconnues. Et ensuite, on doit quantifier le risque 4 applicable. Là, notamment, on a des risques 4 dits naturels, tous les catastrophes naturelles comme tempêtes, des inondations, etc. Vous pouvez voir en fait en bas à gauche, c'est un exemple de vulnérabilité de cargo en fonction de vitesse de vent et type au cargo. En fait, vous voyez, il y a plusieurs types de courbes. En abscisse X, vous voyez, c'est très petit pour voir, mais c'est la vitesse de vent. Et en abscisse Y, c'est le taux de destruction. Donc, naturellement, plus vite le vent, plus violent le vent, la destruction de cargo, le taux de destruction augmente. Pourquoi il y a si beaucoup de courbes? En fait, la modélisation de carte de cargo dépend sur 3 facteurs. Premièrement, le type de cargo. Est-ce que c'est des automobiles? Est-ce que ce sont des bulks? Est-ce que ce sont des marchandises dans le conteneur? Le type de cargo a un impact significatif sur le résultat de modeling. Ensuite, c'est un deuxième facteur plus important, c'est le type de stockage. Est-ce que les voitures sont stockées dans un lot dans plein air? Est-ce qu'elles sont couvertes dans un entrepôt bien sécurisé? Tous ces types de stockage dépendent effectivement sur la vulnérabilité de notre modèle. Et troisièmement, bien sûr, le type d'événement, donc le type de catastrophe naturelle, a un impact significatif sur le résultat. Par exemple, le ouragan aux US n'est pas tout à fait similaire par rapport à la tempête en Europe. L'idée de GATT modeling, c'est de, premièrement, identifier l'exposition à la fois statique et volatile, et ensuite identifier le risque 4 possible, applicable, et ensuite, comme Laurence a expliqué, on fait des simulations avec tous ces paramètres-là pour construire une liste d'événements qu'on dit Event Loss Table. C'est un tableau de tous les événements possibles. Et ensuite, avec cet résultat, on pourrait faire des pricing à la fois pour le risque individuel et pour le traité de réassurance. Perspective. Alors, sous cette partie-là, on souhaitait discuter un peu la tendance de nouvelles technologies, la data qui est appliquée aujourd'hui dans le pricing. Ici, on voit un exemple qui est fourni par un provider qui s'appelle Windward. Vous voyez 2 bateaux sur le slide, en grid C et Banos A. Sur la photo, sont très similaires. Si on regardait les points techniques, ils ont du même type de bateau, du taille similaire, le même pavillon, le même propriétaire, même l'âge de bateau. On a l'impression que les 2 risques sont identiques. Normalement, on ne fait pas de distinction dans le pricing. Par contre, avec certains logiciels et les bases de données de tiers parties, on pourrait avoir l'information sur le comportement de navire. Par exemple, ici, on voit que Banos A, vous voyez en bas à droite, la distance navigation elle est beaucoup plus importante que celui en grid C. Dans ce cas-là, logiquement, il y a plus de chances que Banos A rencontre une problématique et potentiellement avoir une sinistre. Donc aujourd'hui, plusieurs types de bases de données sont disponibles. Avec toutes les techniques Big Data et Data Science, on pourrait recueillir plein de types de data comme la météo, la route des navires, les températures, la vitesse des navires, tout type d'information qui est lié à la navigation des navires. Ça, c'est un peu similaire par rapport au système de télématique dans le monde du moteur. En fait, l'idée, c'est pour chaque navire, on trace sa propre figure et ensuite, on fait une modélisation très spécifique à bateau. Donc, une fois qu'on a ces données-là, au niveau de pricing, on pourrait affiner notre modèle.
C'est-à-dire avec ces scorings de comportement navire, on pourrait mieux distinguer le bon risque et les mauvais risques. Et appliquer ce scoring-là dans le pricing est vraiment très utile. Pour l'expérience de score, on a amélioré les résultats de souscription avec ces données-là. Oui, et enfin, pour terminer rapidement, parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois au cours de la présentation, on voulait parler de deux autres points en plus du big data, donc un qui est un peu lié. Donc le premier point, c'est la question de la prise en compte de la volatilité, parce que comme on le sait, donc Solva 2, qui est la réglementation européenne sur les assurances, elle nécessite de bloquer un certain montant de capital, donc qui est le SCR. Et ce montant, en fait, c'est le montant dont on aurait besoin pour faire face à un choc bicentenaire, donc d'une probabilité de 1 sur 200. Et donc, ça est calculé finalement par des modèles du risk management qui, en fonction du risque particulier que l'assureur a dans son portefeuille, va demander plus ou moins de capital. Ce qui fait qu'en fait, finalement, il y a aussi une partie de cette volatilité nécessaire de cette volatilité qui est prise en compte dans le pricing pour rémunérer en quelque sorte le capital qui est immobilisé. Et donc finalement, quand on regarde, on revient à l'équation d'une prime, on a le premier terme en moyenne et un deuxième terme nécessairement sur la volatilité. Et ensuite, la deuxième partie qu'on voulait évoquer avec vous, c'est complètement lié à ce que Alex a expliqué sur le big data. C'est qu'en fait, finalement, dans le big data, ce qu'on peut rencontrer comme problème actuellement, c'est une question de profondeur de données, parce qu'il y a un truc qui est bien à réaliser, c'est que les données historiques qui nous intéressent, elles n'ont pas toujours été stockées de la manière qui est la plus évidente à utiliser. Donc, typiquement, si je prends un cas complètement extrême, si on a des données depuis 1900, mais que c'est un tableau Excel avec, dans une seule case, mis tout, donc le prix, le coût du sinistre, le type de bateau, ça ne va pas tellement nous aider. Donc, en fait, il y a aussi du travail à faire sur la nomenclature pour le stockage des données et la recaractérisation des données historiques. Voilà. Oui, effectivement, en fait, dans le cadre de data science, souvent 90% du temps, il est passé sur le nettoyage et la collection de la data. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation, j'allais dire assez fascinante, parce qu'on voit une évolution quand même très forte de fond sur les problématiques de pricing, d'exposition, sur la compréhension des risques. C'est une petite révolution qui est en train de se passer, je pense, dans le monde de l'assurance et de la réassurance, qui est en marche depuis quelques années et qui devrait se poursuivre. Donc, ma première question, elle est pour Frédéric. Comment est-ce que le courtier, comment est-ce que le client, à un moment donné, peut avoir le même niveau de discussion, le même niveau de compréhension du risque? On voit bien qu'il y a un chemin qui a été parcouru, il n'y aura pas de retour en arrière, parce que ce sont des contraintes réglementaires, ce sont des capitaux qu'il faut mettre en face, et ce sont tout un tas de choses qui fait que, et puis c'est la data, très important, donc il faut à un moment donné qu'on puisse, les uns et les autres, dans la chaîne du risque, se parler et avoir un niveau de compréhension commun. D'abord, j'étais un peu impressionné par la démonstration de Laurence et puis d'Alexandre. C'est très intéressant, passionnant. Ce qui est surtout à retenir, et ce que Sylvain, tu expliquais, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup professionnalisé le métier et on a des données à notre disposition. On parlait du data, vous avez parlé du data, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une analyse très fine. Et toute la complexité qu'il y a, c'est de votre niveau à celui de l'assuré, comment transmettre une information qui soit une information crédible et qui fasse en sorte qu'au bout du compte, l'assuré comprenne. Parce que c'est ça le vrai sujet. Le sujet, il est là. La plupart du temps, quand un assuré n'accepte pas la tarification, soit effectivement, budgétairement, il ne peut pas, mais souvent parce qu'il n'a pas l'explication. Dès lors que le cheminement lui est expliqué, je dirais les choses peuvent être différentes. Après, en termes de budget, accepter, pas accepter,
chez un assuré, vous l'avez également évoqué, c'est par exemple les niveaux de franchise, la conservation. Et qui dit ça, dit déjà vous faites raisonner votre client, moi en tant que courtier, mes clients, par rapport au fait si tu dois garder du risque. Et là, s'il conserve du risque, il va avoir une appréhension qui va être une appréhension assureur, totalement différente puisque je conserve du risque. Donc, ce qui est essentiel, je pense, aujourd'hui, c'est que le travail que vous faites, vous, en tant qu'actuaire qui aide sur le pricing, doit être déployé et expliqué auprès des souscripteurs et des souscripteurs aux courtiers. Tout le monde y gagnerait en crédibilité. Parce qu'il n'y a rien de plus dramatique que de voir souvent des courtiers ou des conseils donner à des clients, livrer à des clients des tableaux avec telle compagnie à côté ça, à côté ça, à côté ça, puis en fait, on tire une conclusion. Non, non, ça demande des explications. Il y a de l'intelligence derrière ça, il y a des raisons, et d'ailleurs qui vont intéresser même l'assuré. Et puis ça va d'autant plus l'intéresser que lui-même peut influer sur sa tarification en conservant un peu plus de risques, en faisant de la prévention, sans forcément qu'il y ait une contrainte de la part de l'assureur. Parce qu'au bout du compte, la prévention, c'est lui qui va être gagnant. Donc, voilà. Donc, je pense que ce qui est essentiel, c'est cette transmission de la donnée et essayer de faire en sorte que la chaîne d'information soit la plus pertinente possible. Et quand on voit aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai qu'on traverse une période qui est une période compliquée. Ce n'est pas vous que je l'apprendrai. On a vu le marché depuis 3 ou 4 ans fortement augmenter les primes. Mais c'est vrai que quand vous disiez, regardons aussi en arrière, quand on revient 10 ans ou 15 ans en arrière, c'est aussi intéressant de montrer aux assurés d'où on est parti, les évolutions à la majoration, à la baisse. Et ça met tout en perspective. Donc, je dirais, oui, vous avez un rôle essentiel. Ce n'est pas vous qui serez effectivement au contact du courtier, mais votre rôle, il est essentiel pour pouvoir expliquer aux souscripteurs, ceux qui sont en contact avec les courtiers, comment ça a été calculé, ne livreront jamais une cotation sans donner derrière les véritables données de votre cotation et pourquoi ça vous a conduit là. Donc le message, c'est de sortir un petit peu du pur transactionnel vers quelque chose de plus élaboré et davantage de discussion. Tout à fait. Est-ce qu'on doit aller jusqu'à dire que le courtier doit aussi, entre guillemets, s'équiper, c'est un mot un petit peu vulgaire, mais en capacité d'analyse actuarielle ? Alors, pour notre exemple, nous, je dirais chez BC, on a des actuaires, on a des équipes d'actuaires au niveau des grands risques qui interviennent à la fois en dommages, à la fois en responsabilité, et ça dans des domaines qui sont à la fois du maritime, mais pas simplement, aussi de l'IARD, des grands risques. Et je dirais, s'équiper, c'est une nécessité. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir des équipes d'actuaires, et nos chargés de clientèle, ceux qui sont en contact avec nos clients, quand ils font appel à des actuaires, ils ne peuvent plus s'en passer, parce qu'ils trouvent tous leurs arguments, tous les arguments sont là. En fait, il suffit simplement de les mettre en perspective, prendre telle ou telle donnée, et les choses sont plus simples. Je ne dis pas qu'elles sont faciles, mais elles sont plus simples. Plus simples. Oui, Frédéric, c'est une très bonne remarque. En fait, effectivement, actuaire comme le technicien d'assurance, souvent on a une image d'être numérique. Oui. Mais en fait, la communication, c'est aussi une qualité en tout cas très appréciée dans notre métier. C'est-à-dire expliquer au courtier, au souscripteur, pourquoi le prix a changé. Par exemple, pour un pricing d'un coq, on va expliquer votre prix cette année est plus cher parce que l'année dernière, vous avez navigué plus que l'année avant. Avec des exemples, aussi des données concrètes, on explique toujours quelle est l'évolution, pourquoi cette évolution-là. Comme ça, le client et aussi le courtier pourraient avoir un feedback pour les clients, bien sûr, et ensuite le client pourrait comprendre pourquoi, et ensuite, comme vous disiez, améliorer la qualité de risque pour améliorer certaines façons de prévention, etc. C'est un gagnant-gagnant à la fois pour l'assureur et aussi pour le client. Après, moi, ce que j'observe, en tout cas par expérience chez AXA XL, c'est que de plus en plus, on a ce dialogue entre pricing et souscription
où les souscripteurs montent de plus en plus en compétence sur les modèles, comment ils fonctionnent et du coup comment les appréhender, quelles informations demander. Et nous-mêmes, on monte en compétence sur la compréhension du risque qui nous permet de faire des modèles qui sont plus pertinents. Donc il y a vraiment un dialogue qui est engagé. Oui, tout à fait. Et ça rend le dialogue beaucoup plus pertinent, après, au niveau des souscripteurs et des courtiers. C'est clair, et des assurés. Car ne les oublions pas, c'est eux qui, au final, sont là. Et les réassureurs. Et les réassureurs, bien évidemment. Moi, je reviens sur cet exemple de data. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur l'assurance corps, on a été pendant longtemps avec très peu d'informations pour tarifer un risque corps, finalement. L'âge du capitaine, la couleur du bateau et quelques autres éléments. Aujourd'hui, sur un navire, on peut avoir 500 points de données. Est-ce qu'ils sont tous pertinents? Peut-être pas. En tout cas, le modèle évolue fortement. C'est un accès à la donnée d'ailleurs qui ne nécessite même plus de discuter avec le client puisqu'on a accès à la donnée sans même lui demander son avis parce qu'il y a des providers de data, parce qu'on a des sociétés qui sont capables de traiter ces données et de délivrer un risque et qu'on est capable d'incorporer dans un modèle de tarification. Donc c'est, à mon sens, un véritable changement dans la nature de l'évaluation du risque et même de la discussion avec le courtier et le client. On peut imaginer que demain, il y ait vraiment une tarification en corps, en tout cas, par exemple, qui soit assez brutale parce que finalement totalement décorrélée de la discussion, à l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la data donne un prix et il faudra bien faire avec ce prix. Oui. Et après, on a des curseurs qui peuvent être des curseurs de conservation de risque et qui, effectivement, côté assuré, vont conduire à être... Il va falloir être mature sur son risque. Et il y a aussi un autre... On le voit bien aujourd'hui, les assurances paramétriques. Je vois chez nous, enfin, chez BC, on est extrêmement investi dans ce type d'assurance, mais ça peut être déployé dans tous les secteurs de l'assurance. Et ça, c'est véritablement... Enfin, je ne veux pas dire que les autres types d'assurances ne sont pas intelligentes, mais c'est véritablement que de l'intelligence. Parce que ce sont des faits, et des faits mis en perspective qui déclenchent des garanties. Voilà. Et comme tu le dis, fort justement, c'est vrai que les datas, ça peut conduire à des réalités assez violentes. Oui, c'est vrai. Et pour revenir sur le développement d'initiatives dans le paramétrique, on en voit effectivement dans tous les secteurs aujourd'hui et dans beaucoup d'endroits dans le monde avec des propositions de valeur assez simples, paramétriques, mais qui dit paramétrique dit utilisation intensive de la data et compréhension de la data. Exactement. Et on est capable du coup de proposer un produit très simple à utiliser et à ajuster aussi, ce qui limite aussi les coûts de fonctionnement. Est-ce que, peut-être une question, est-ce qu'un bon pricing est un pricing juste? Un bon pricing est un pricing juste avec l'information disponible aujourd'hui. Mais il faut aussi vendre le produit. Je pense que c'est deux sujets différents. C'est-à-dire qu'en fait, le pricing qui est délivré par l'actuariat, ça ne peut pas être quelque chose sur lequel on met des ajustements commerciaux parce que finalement, c'est une mesure de ce qu'on a comme information. On dit, on a ça. Du coup, on pense que la réalité, c'est ça. Après, les discussions commerciales, c'est autre chose. Mais évidemment, c'est bien de savoir où on est pour savoir jusqu'où on est prêt à descendre ou monter ou commercialement. Ça, c'est une autre discussion. Ça fixe le curseur. Est-ce qu'on peut faire le tour d'un risque en termes de modèle ? Est-ce qu'on peut dire, demain, mon modèle est suffisamment précis pour finalement se suffire à lui-même Il peut être assez bon pour prédire à un temps de pourcent près. Où est-ce qu'on en est dans la courbe de connaissance d'un risque marine? C'est pas des risques qui évoluent un petit peu, mais ne sont pas non plus des nouveaux risques. Le degré de maturité des modèles actuellement? Oui. Déjà, ça dépend lesquels. Je pense qu'il y a plusieurs types de modèles. Dans la maturation d'un modèle de tarification, il y a la première intention qui est un modèle très simple avec des hypothèses qui sont clairement définies et sur lesquelles on a bien la vision. Il y a la deuxième type de modèle qui est le pire parce qu'en fait c'est un pricing compliqué avec plein d'hypothèses cachées sur lesquelles finalement on prend des marges dont on n'a pas forcément conscience. Et
ensuite, un modèle complètement mature, c'est un modèle qui a des hypothèses complètement maîtrisées, donc qu'on comprend de bout en bout et sur lequel on n'a plus vraiment d'incertitude. Donc en fait, là, ça dépend vraiment je dirais, de la compagnie et du secteur d'activité, où est-ce qu'on en est sur les modèles. Oui, je suis d'accord avec Laurence. Aujourd'hui, dans la marine, ça dépend du type de modèle. Pour les pertes attrititionnelles, je pense qu'on est assez bien, on est assez bon. Par contre, pour tous les modèles catastrophiques, et aussi pour les risques inconnus, par exemple l'accumulation de cyber dans la marine, c'est encore un domaine à explorer. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui chez SCOR, beaucoup de groupes de travail qui est en train d'étudier ce risque-là, qui sont potentiellement présents, mais pas encore manifestés. Les Black Swan. Tout à fait. Votre table ronde a suscité beaucoup de réactions. Vous avez déjà réagi effectivement partiellement à certaines questions. Plusieurs questions reviennent sur la part que prennent ces études dans la tarification finale et notamment finalement l'impact que ça a dans un marché concurrentiel. N'y aurait-il pas un risque de perte d'affaires rentables du fait du pricing? Plusieurs questions tournent autour de ce sujet-là. Est-ce que vous... Du fait du pricing, donc des affaires rentables, du fait du pricing, donc ça voudrait dire qu'il y a une incertitude sur le pricing qui ne va pas dans le sens de la réalité. Donc là, c'est un moment où le modèle n'arrive pas à rendre compte de la réalité. Parce qu'en fait, il y a aussi un autre sujet qui est est-ce que en fait, une affaire est rentable? Typiquement, il y a une stratégie qui est possible, qui serait de prendre un risque qui est très volatile avec des gros pics. Donc là, la plupart du temps, il est rentable. Finalement, la seule fois où il n'est pas rentable, il n'est vraiment pas rentable. Et en fait, le modèle de la tarification, il va essayer de montrer ça et va donner une approche moyenne. Il va essayer de montrer quel est le comportement finalement de ce risque. Après, moi, je dirais, c'est une décision de souscription de comment mener son portefeuille. Mais c'est comme dans un avion en fait. Si vous n'avez pas une bonne mesure de là où vous êtes, c'est pas parce que ça vous arrange d'être 10 mètres plus haut ou plus bas. En fait, il faut savoir à quel endroit vous êtes et après vous pourrez décider d'aller plus haut ou plus bas. Je crois qu'effectivement, toutes les affaires ne sont pas tarifées au prix idéal ou souhaité. Ce qui est important, c'est la gestion d'un portefeuille et de pouvoir accepter des affaires dont on sait qu'elles sont bien tarifées avec d'autres affaires dont on sait qu'elles sont moins bien tarifées, mais que l'équilibre et l'objectif final de la gestion de ce portefeuille amène à l'équilibre que l'on souhaite, quoi. La question était aussi, j'imagine, par rapport au client final. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'isoler? En tout cas, les questions portent là-dessus, sur le fait d'isoler une compagnie d'assurance qui, dans un marché très, très concurrentiel, se retrouverait bridée par le pricing. Mais est-ce que les compagnies sont simplement qu'aux mains des actuaires? Pas forcément. Il y a quand même des souscripteurs, il y a des gens qui sont en contact avec le marché. Et puis également, il y a aussi le courtier qui peut aussi réfléchir et apporter lui-même à la réflexion un certain nombre d'éléments qui peuvent le faire varier à la baisse. Parce que là, le pricing n'est pas... On disait tout à l'heure que ça pouvait être violent, mais ça peut être violent à la hausse ou à la baisse. Il est certain que quand le conteneur est arrivé, aujourd'hui tout ça paraît évident, mais avant il n'y avait pas de conteneur. C'est un phénomène qui a fait réduire très fortement la sinistralité et par la même occasion les primes. C'est des choses qui doivent être anticipées. C'est plus dans l'anticipation de certains facteurs que là... Et puis pour répondre à votre question aussi, je ne pense pas qu'une compagnie aujourd'hui peut s'isoler parce que ce sont des contraintes réglementaires, c'est de la solvabilité. Et chaque compagnie aujourd'hui qui a l'autorisation de fournir des polices d'assurance a l'obligation de produire des informations, du reserving, du capital. Et ça va avec un modèle. On ne peut pas le faire sans modèle. Donc on ne peut pas s'isoler durablement parce qu'on est trop cher. Je ne pense pas que ça fonctionne. Et par rapport à ces modèles, effectivement, au développement des modèles, on a une question avec une vision rétrospective. Avez-vous pu comparer les tarifications d'il y a 20, 30 ans qui ne connaissaient pas de modèle de tarification si poussé? Est-ce qu'on a une... Alors moi, personnellement,
On sait que pour certaines branches de marine, par exemple le rôle, la rupture de marché n'était pas favorable pour les 10 dernières années. Donc en fait, le pricing n'était pas assez élevé. Donc aussi, ça répond à votre question précédente. Est-ce que, en fait, c'est difficile à juger la profitabilité pour une affaire individuelle, sachant que le marché n'était pas profitable pendant des années. En fait, ça, c'est une question aussi on se pose. C'est pourquoi il y a une telle différence de point de vue entre les acteurs et les souscripteurs parfois, parce que les souscripteurs, parfois, ils sont sous la pression commerciale et aussi parce qu'il y a beaucoup de capital dans le marché. Ça pourrait créer une biais de vision sur le pricing avec les acteurs. Mais comme on a parlé, je pense qu'une communication et le montre-exemple, explication, c'est la meilleure solution pour ce genre de différence. Merci beaucoup à tous pour ces échanges, pour ces informations. Il y avait beaucoup de réactions effectivement du public. On arrive au bout de la table ronde, mais en tout cas, merci à vous. On se retrouve après une pause partenariat.